La démission de Bruno Le Roux de son poste de ministre de l'Intérieur, une décision prise à la suite des révélations sur les emplois de ses deux filles, engagées comme ses assistantes parlementaires entre 2009 et 2016. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire. Bruno Le Roux sera remplacé dès ce mercredi par Matthias Fekl. Après les États-Unis, le Royaume-Uni interdit l'utilisation des ordinateurs portables en plein vol. Objectif, limiter le risque d'attentat, une mesure qui vise uniquement les voyageurs en provenance de certains pays arabes et de Turquie. Le Brésil, touché par un scandale de viandes avariées, le premier exportateur mondial de bœuf et de volaille a perdu de nombreux marchés. La Chine, le Chili, mais aussi Hong Kong. Les autorités tentent-elles de rassurer les consommateurs. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. Bruno Le Roux n'est donc plus le ministre de l'Intérieur de François Hollande. En poste depuis le 6 décembre dernier, il a démissionné ce mardi à la suite des révélations sur les emplois de ses deux filles, engagées comme ses assistantes parlementaires. Plus tôt dans la journée, le parquet national financier avait annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire. Anne-Claire Poignard. Une situation intenable, une démission express. 18h, Bruno Le Roux fait son dernier discours de ministre de l'Intérieur. J'ai adressé au président de la République ma démission. Celle-ci me permet, sans autre considération que ce que je suis en tant qu'homme et en tant que père de famille, d'affirmer clairement mon honnêteté, mon attachement à la vérité et à une République dont j'ai toujours essayé de défendre les valeurs. Une démission moins de 24 heures après les révélations de presse sur l'emploi de ses deux filles comme collaboratrices parlementaires. 10 contrats pour l'une entre la Toussaint 2012 et l'été 2016. 14 contrats pour l'autre entre l'été 2009 et l'été 2016. Montant total des rémunérations perçues à L2 selon nos confrères, 55 000 € environ. Des emplois en CDD occupés à l'Assemblée nationale dès l'âge de 16 ans. Aux dates indiquées, l'une travaille en entreprise, l'autre est lycéenne puis étudiante. Bruno Le Roux a tenu à repréciser sa version des faits. J'entends le débat et les mises en cause que suscite le fait sur les vacances scolaires et universitaires d'avoir employé mes deux filles durant leur scolarité. Ces contrats, ponctuels et officiels, conformes aux règles juridiques des services de l'Assemblée nationale, correspondaient tous, bien sûr, à des travaux effectivement réalisés. Mais ces emplois n'ont pas été déclarés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le parquet national financier a ouvert une enquête. Le sort politique de Bruno Le Roux est déjà scellé. Bernard Cazeneuve donne une première indication en fin de matinée. Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'État, on est impeccable. 14h30 à l'Élysée, en présence de Bernard Cazeneuve, l'exécutif règle les derniers détails de l'éviction de Bruno Le Roux. Un départ qu'il tiendra à annoncer lui-même. Et le nom du remplaçant de Bruno Le Roux à l'Intérieur est déjà connu. Il s'agit de Matthias Fekl, le secrétaire d'État au commerce extérieur. La passation de pouvoir entre les deux hommes aura lieu ce mercredi matin, place Beauvau. L'enquête concernant François Fillon, elle, a été élargie ce mardi à des soupçons d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux. La justice veut savoir si le couple a produit des faux documents pour justifier les salaires de Pénélope Fillon. Et ce n'est pas tout. Selon les nouvelles révélations du Canard enchaîné, François Fillon a mis en relation en 2015 un des clients de sa société de conseil avec le président russe Vladimir Poutine et le PDG de Total. Des affaires sur lesquelles est revenu Nicolas Dupont-Aignan, le candidat de Debout la France, était l'invité de Mardi Politique sur France 24. Je vous propose de l'écouter. La question, c'est les emplois fictifs. Parce qu'on peut interdire les emplois familiaux et puis après que tel député ou sénateur recrute quelqu'un pour pas travailler. Et moi, je crois qu'il faut un vrai coup de balai. Pas ça. Non, mais on peut les supprimer. Je pense qu'il faut les supprimer, mais ça ne va pas régler le problème pour autant. Je pense qu'il est temps de faire l'abolition des privilèges. Mais il n'y a pas que les hommes politiques, d'ailleurs. Et je pense que le pays ira mieux quand on enlèvera toutes ces espèces d'histoires absurdes. Et puis, parallèlement, il y a la question de l'exemplarité, la moralité. La moralisation. Marine Le Pen est en visite au Tchad. La présidente du Front National y a rencontré le président Idriss Déby. Au menu des discussions, la lutte contre le fondamentalisme islamique et la situation en Libye. Ce mercredi, elle ira à la rencontre des militaires français de l'opération Barkhane, ces forces françaises qui luttent contre les djihadistes dans le Sahel. On va écouter Marine Le Pen.
Nous avons bien entendu discuté de la coopération entre le Tchad et la France dans la lutte contre ce terrorisme, la manière dont on doit envisager l'avenir, peut-être avec notamment le G5 Sahel. Nous avons fait un petit peu le tour de la situation politique des pays voisins et nous avons exprimé, nous avons partagé en quelque sorte les inquiétudes qui étaient les nôtres sur la situation de la Libye. Monsieur le Président et moi-même avions la même analyse. Au moment de l'intervention française, nous pensions qu'il s'agissait là d'une très grave erreur qui allait avoir des conséquences lourdes. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc nous avions été, lui en Afrique et moi en Europe, peut-être les plus lucides sur cette situation. La première ministre écossaise va-t-elle pouvoir demander l'aval de Londres pour organiser un nouveau référendum d'indépendance? C'est ce que doivent décider les députés écossais alors que les débats devant le Parlement régional ont débuté ce mardi. Pour Nicola Sturgeon, en tout cas, c'est vital car le Brexit risque d'entraîner, selon elle, la suppression de dizaines de milliers d'emplois en Écosse. Natacha Milray et Charles Pellegrin. Selon Theresa May, il est trop tôt pour remettre l'indépendance de l'Écosse sur le tapis. Mais à Édimbourg, la première ministre Nicola Sturgeon souhaite un référendum sur la question. L'année dernière, 62% des Écossais ont voté en faveur du maintien de l'Écosse dans l'Union européenne. Suggérer qu'une victoire électorale majeure qui repose sur un engagement clair et une majorité parlementaire ne justifie pas un nouveau vote amène à se poser la question suivante. Qu'est-ce qui le justifie ? Cela fait courir le risque de miner le processus démocratique. Selon la chef du Parti national, la plupart des Écossais qui ont voté pour rester dans le Royaume-Uni en 2014 l'ont fait pour préserver leur place au sein de l'Union européenne. Contrairement aux promesses faites par les tenants du non lors du référendum sur l'indépendance de l'Écosse en 2014, rester dans le Royaume-Uni n'a pas préservé la relation de l'Écosse avec l'Europe. Elle l'a compromise. Mais avec le Brexit qui s'enclenche d'ici fin mars, l'opposition juge que la tenue d'un nouveau référendum serait prématurée. Le Brexit est un défi majeur pour ce pays et personne ne sait ici comment cela va se passer. Personne ne sait comment nous allons traverser cela et quel impact cela aura sur notre pays. Il faut se demander comment nous pourrions prendre une telle décision au sujet de notre avenir constitutionnel dans un moment de telle incertitude. Nicola Sturgeon souhaite que le référendum ait lieu entre fin 2018 et début 2019, mais la partie est loin d'être gagnée. Outre l'aval du Parlement écossais, la demande de référendum doit recevoir l'accord du gouvernement britannique et enfin faire l'objet d'un vote au Parlement de Westminster. Dans le reste de l'actualité, la Syrie, Damas est toujours le théâtre de violents affrontements ce mardi. Les rebelles syriens ont lancé leur seconde offensive en 3 jours. Elle a visé un quartier du nord-est de la capitale syrienne. Des rebelles qui ont bien du mal à garder le terrain repris ces derniers jours aux forces gouvernementales. Raphaël Vivant. Les combats font rage dans le nord-est de la capitale syrienne. Des factions rebelles ont lancé mardi un nouvel assaut contre les forces gouvernementales. En réponse, l'armée de l'air a bombardé les positions des insurgés, causant la mort de dizaines de personnes. C'est la deuxième fois en 3 jours que les rebelles attaquent des quartiers tenus par le gouvernement. Une précédente offensive dimanche avait été rapidement repoussée par les forces de Bachar al-Assad. Les combats se concentrent dans le quartier de Jobar, à 2 km à l'est de la vieille ville, et également à quelques kilomètres de la Ghouta orientale, la place forte des insurgés. Ces violences interviennent avant un nouveau round de pourparlers prévu jeudi à Genève. Les Nations Unies lancent un appel au calme. L'envoyé spécial demande à tous les invités qui participeront à la réunion du Conseil de sécurité et à ceux qui ont participé aux précédentes négociations de faire le nécessaire pour que le 5e round soit prêt, pour que nous puissions nous engager sur le fond des 4 dossiers qui nous attendent. Toutes les parties qui prennent part au conflit ont confirmé leur participation aux négociations, dont le but est de trouver une solution politique à la guerre civile. Le gouvernement syrien et les rebelles avaient conclu un cessez-le-feu en décembre dernier. Chaque partie s'accuse depuis d'avoir violé l'accord.
Travailler ou encore regarder un film sur son ordinateur portable en plein vol, une habitude désormais interdite pour les passagers en provenance de plusieurs pays arabes et de Turquie voyageant vers les États-Unis et le Royaume-Uni. Motif invoqué par les autorités, le risque d'attentat. La France et le Canada pourraient aussi bientôt franchir le pas. Les précisions de Gallagher Fenwick, notre correspondant à Washington. Le secrétaire à la sécurité intérieure, sorte de ministre justement de l'Intérieur ici aux États-Unis, a expliqué que des renseignements avaient été perçus par ces services faisant état de projets envisagés par des groupes terroristes d'utiliser des biens de consommation, probablement des appareils électroniques, afin de dissimuler des engins explosifs pour cibler des avions commerciaux, des moyens de transport aérien, donc pour commettre des attentats. Il n'y a pas de menace imminente a priori, d'après les renseignements recueillis, mais encore une fois, c'est dans l'air du temps et donc cela justifie ces mesures assez drastiques prises soudainement par l'administration américaine, vous l'avez dit, mais pas seulement, par les homologues à Londres également. Il faut savoir que pour la décision prise par les Américains, ce sont tout de même une cinquantaine de vols par jour qui sont concernés, donc énormément de monde. Ce scandale de viandes avariées au Brésil, premier exportateur mondial de bœuf et de volaille, après avoir vu ses importations suspendues en Chine et au Chili, le pays vient de perdre la confiance de Hong Kong, son premier acheteur de viande bovine. Les autorités tentent-elles de rassurer les consommateurs en augmentant notamment les contrôles sur les marchés. Laure Wagner. Chaque jour, dans ce laboratoire à Rio de Janeiro, des produits de consommation courante sont analysés et évalués avant d'être mis en vente. Depuis ce week-end, les opérations se sont intensifiées sur le poulet et le bœuf. Dans le cadre de cette opération, nous vérifions la présence de corps étrangers. Si la viande a été altérée ou maquillée avec une substance qui n'est pas prévue dans la législation. Objectif des autorités, rassurer les consommateurs après le démantèlement d'un vaste réseau de viande avariée par la police brésilienne vendredi dernier. Une trentaine d'entreprises seraient mises en cause, dont les deux géants mondiaux de la viande brésilienne. Un scandale qui touche de plein fouet le Brésil, premier exportateur mondial de bœuf et de volaille. En 2016, les exportations brésiliennes de viande ont dépassé les 10 milliards de dollars dans 150 pays. Alors le président Michel Temer tente de minimiser les conséquences de cette affaire. Nous avons ici 4850 usines, plus ou moins, des usines de produits réfrigérés au Brésil. Seulement 3 d'entre elles ont été interdites. Et il va y avoir des enquêtes sur 18 ou 19 autres usines. Plusieurs pays ont d'ores et déjà suspendu leurs importations en provenance du Brésil, le Chili, le Mexique, la Chine et Hong Kong. L'Union européenne surveille elle aussi de près les importations brésiliennes, en vérifiant qu'aucune viande ne provienne des établissements impliqués dans la fraude. On referme ce journal avec le prix Abel de mathématiques, l'équivalent du prix Nobel. C'est Yves Meyer qui a été désigné ce mardi. Le mathématicien devient le 4e Français de l'histoire à remporter la prestigieuse distinction de l'Académie norvégienne des sciences et des lettres. Âgé de 77 ans, il s'est illustré par son travail sur la théorie des ondelettes. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.